Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. Laitue, basilic, plantation, poivron, bleuets, pollinisation, haricots, arrosage, fraises, insectes ravageurs et maladies, concombres. fertilisation. Radio Légumes et compagnie, le balado qui vous dit tout pour cultiver et entretenir simplement les plantes comestibles de façon naturelle. Cette émission vous est offerte par Garant, une entreprise québécoise qui depuis plus de 120 ans conçoit des outils pour le plus grand bonheur des jardiniers. Fabricant d'outils non motorisés et d'accessoires pour le jardinage, la qualité des produits Garant est une référence aussi bien pour les particuliers que pour les professionnels. Chez Garant, la devise est « Innovation et robustesse ». Résultat, Garant vous propose des outils pratiques à haute performance qui rendront votre jardinage plus facile et encore plus agréable. Bonjour à tous. On parle aujourd'hui d'un sujet qui allume tout le monde. Et je le fais en compagnie de Bertrand. Bertrand, notre horticulteur reconnu, connu et que je connais très bien. Et qu'on connaît. Bonjour, Janine. Bonjour. Bertrand, la neige, le verglas, le dégel, vivement la vie sous les néons. Ben oui, la vie sous les néons, on parle de semis. On va parler de semis intérieurs et extérieurs, parce qu'il faut se préparer aussi pour les semis extérieurs. Donc, c'est le point de départ du potager. Hein? Oui. C'est par là qu'on commence, le semis. Et c'est une émission très importante. Sais-tu pourquoi? Non. Parce qu'on peut faire des semis à longueur d'année, oui, en exact, fait. Exact. Mais là, admettons qu'on démarre notre potager, mais en dedans. OK. Là, on va mettre une petite chose au clair. Il ne faut pas confondre les semis et les plantations. OK? Ah ben non. Parce que les semis se font à partir de semences et de graines, puis les plantations se font vraiment à partir de plantes déjà poussées. Donc, c'est vraiment la chose qu'il faut utiliser. Mais pour avoir des plants, oui. il faut qu'on les démarre en quelque part. Oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'on peut acheter des plants dans le centre de jardin, alors que le semis, on peut les faire soi-même. Mais on pourrait démarrer nos plants. On peut démarrer nos plants, mais à ce moment-là, on fait des semis. C'est pas clair. Bon, alors, pourquoi on ferait des semis? Bon, dans le fond, là, certains vont dire, mais tu te donnes du trouble. Oui, mais la première chose, c'est on diminue les coûts. Ah. Hein, c'est pas cher parce que les semences coûtent beaucoup moins cher qu'un plant. Un argument massu. C'est l'argument massu. Donc, l'accès à des variétés qui sont pas vendues dans le commerce, notamment toutes les variétés patrimoniales qui sont souvent pas vendues en plant. Il y a quelques producteurs maintenant qui font des variétés patrimoniales, mais qui ne sont pas. Des possibilités de produire des plants à des périodes où il n'y en a plus en jardinerie. Donc, justement, de ce que tu disais de toute l'année, là, notamment quand on veut refaire des semis de salade à l'automne ou à la fin de l'été, ben là, il n'y a plus rien dans les centres de jardin, dans les jardineries, donc c'est le temps. Alors, tu t'approvisionnes, c'est de l'auto-approvisionnement. Puis ça permet de sélectionner la bonne variété qui correspond à notre type de potager. Par exemple, en pot à la verticale au sol et aussi ses attentes et ses goûts. Par exemple, ici, on fait une tomate particulière parce que c'est au goût de la propriétaire. Elle s'appelle la tomate rose. La tomate rose. C'est drôle, hein? Oui, tomate rose. Elle est très... elle est ancestrale. Oui, c'est ça. C'est aussi une manière de cultiver des plantes 100% biologiques. Bertrand Dumont. Oui. Comment on s'installe? On part à le A du B à bas, correct? On installe comment notre projet de production intérieure? Je voudrais peut-être arriver à quelques inconvénients aussi des semis d'abord, OK? Il y a quelques inconvénients à l'intérieur, c'est que ça nécessite de la place et un bon accès à la lumière, OK? Oui. Donc ça c'est souvent la chose qui va faire qu'à l'intérieur, avant de même s'installer, il va falloir bien évaluer ça, OK? Il faut se dire aussi que ça exige, je vais le dire, du temps, OK? Donc, c'est quelque chose qui va prendre du temps. Il y a un petit investissement matériel qu'il faut faire, le matériel d'arrosage, d'éclairage, on va en parler tout à l'heure. Et puis, il faut une bonne connaissance des calendriers de semis, bien identifier les conditions, à l'intérieur, à l'extérieur, la chair du sol. Donc, ça prend un petit peu de connaissances, là, pour partir en semis. Il y a quelques petits inconvénients, mais à mon avis, les gains sont plus élevés que les inconvénients. Bon, certainement. On est assez vendu à l'idée, il faut dire. Un petit peu, oui. Oui. Un petit peu. Alors, on peut faire des semis intérieurs ou extérieurs. Oui. Tout dépend un petit peu du type de plante. Toutes les plantes tropicales, comme les tomates, les aubergines, les poivrons, la saison est trop courte au Québec pour aller directement au jardin, donc on va essayer de faire des semis à l'intérieur.
Pour les plantes qui sont lentes, par exemple comme l'oignon, qui est une plante qui prend beaucoup, beaucoup de temps, donc on va faire à l'intérieur. Mais pour les plantes qui sont difficiles à repiquer, comme les betteraves, les carottes, là, on va aller carrément à l'extérieur tout de suite. On ne fera pas d'intérieur. Ouais, okay? Parce que elle pourrait mourir, là. On peut pas les démarrer en dedans à la transplantation. Et les transplanter, c'est ça. Elles tomberaient sans connaissance. Oui, elles vont mourir, c'est ça. Alors, quel légume est préférable de semer directement au potager? Betteraves, carottes, chicorées, épinards, les haricots nains et grimpants, les jeunes pousses diverses, là, les laitues en feuilles, le mesclun, le navet, les oignons verts, le panais, les pois, les radis, les rutabagas. Tout ça, ça va assez directement. Petit bémol pour le haricot, nains et grimpants, moi je les fais en pot à l'intérieur avant de les faire, avant de les transplanter à l'extérieur. Ça va bien? Ça va bien à cause des problèmes d'insectes qui mangent les haricots. Là. Fait que tu peux plus jouer à ce moment-là. Est-ce qu'on pourrait les sortir juste un petit peu plus tard qu'une invasion d'insectes? Oui, c'est ça. C'est surtout qu'une fois qu'ils sont poussés, qu'ils ont 3-4 feuilles, les insectes ils touchent plus. Là. Quel légume est préférable de mettre en terre? Puis ceux qu'on peut faire directement. En transplant, là, ceux qu'on met en plante, donc les bêtes à cartes, les brocolis, les choux-fleurs, les choux frisés, les laitues pommées, les oignons en plant, les roquettes et les poireaux. Donc ça, c'est ceux qui sont longs à produire. Les tropicaux, aubergines, cerises de terre, concombres, cornichons, courgettes, melons, pastèques, piments, poivrons et tomates. Ça, on va les mettre en plant. C'est-à-dire que soit on va les acheter en plant dans une jardinerie, soit on va les partir soi-même dans son garde-robe. Pas tout à fait la bonne idée. Si on a un néon, c'est correct, Bertrand. Oui, si on a un néon dans le garde-robe, ça va. Oui. Il y a aussi, on oublie souvent, c'est les bulbes, les échalotes françaises, les oignons et les pommes de terre. On va les partir aussi, et on va les semer en transplant, parce que de toute façon, là, il n'y a pas vraiment de semis. Là. On va tout de suite les partir en plant. Là. En bulbe, c'est ça que tu veux dire? Oui. En bulbe. Okay. Et puis, les récoltes qu'on peut transplanter en plant pour une récolte plus hâtive aussi. Là. Donc, il y a certains plants qu'on pourrait prendre, comme les haricots, on va être un petit peu plus hâtif là, en utilisant la méthode de mettre ça dans des pots de tourbe et de les transplanter. OK. Alors, il y a certains points qui sont très importants à considérer. Attention, quand on fait des semis à l'intérieur, il y a une liste, là. Par ordre d'importance, OK? Wow. Par ordre d'importance. On ouvre nos clapets. Parce que c'est important. L'importance, c'est important, hein, comme dirait quelqu'un qu'on connaît. Donc, la première chose, c'est l'espace. C'est bien facile de partir des semis, mais quand on va arriver au bout de l'exercice, on va souvent manquer d'espace. Genre envahissement d'un sous-sol. C'est ça. D'accord. La lumière, qui est un facteur très limitant, la température, l'arrosage, la circulation de l'air et le substrat, ça c'est assez facile à régler. Les parasites, c'est aussi facile, et la fertilisation, c'est aussi facile à régler. Alors, tu nous parles d'espace. Oui. Bon. Si on a besoin d'air pour respirer, les plantes ont besoin d'espace pour se développer. C'est ça. Bon, alors quand on s'occupe là, des semis, l'espace, c'est quoi? Au début, ça va bien parce qu'on n'a pas besoin de beaucoup de place. C'est tout petit. C'est tout petit. Mais au fur et à mesure, et notamment, on va faire des repiquages, puis on va revenir sur les repiquages, là, on va manquer de place. Et puis, le bord d'une fenêtre, c'est pas forcément suffisant. À moins d'avoir un solarium, il y a des grandes fenêtres. Là, tu te sors des tablettes, tu te sors des chaises. À un moment donné, il y a une limite. Il y a une limite, là. Et ce qui va se passer, c'est que les plants qui vont être sur le bord de la fenêtre vont avoir plus de lumière que ceux qui sont dans l'arrière. Il faut passer son temps à revirer les pots de sens, là. Ça devient un petit peu compliqué. Alors que le néon, ça, c'est un éclairage qui est assez... tout autour de la plante, c'est central. On va y revenir sur la lumière, là. Mais tu nous parles de repiquage. Alors, ça exige plus d'espace. Alors, qu'est-ce qui est indispensable? Parce que c'est indispensable. Alors, souvent, on voit notamment sur Internet qu'on n'a pas besoin de repiquer. Ouais. Okay? Et ça, moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec cette affaire-là. Il y a des plantes qui ne se repiquent pas. Par exemple, des haricots, on ne va pas les repiquer quand on va les mettre en pot. Mais il y a des plantes qui ont le repiquage. La première chose du repiquage, et puis ça, c'est un vieux truc qu'ils font dans les serres depuis des centaines d'années, c'est de gérer l'espace. Si vous mettez vos plantes tout de suite dans les pots, tout de suite, vous avez besoin de l'espace. Alors qu'avec le repiquage, vous pouvez gérer l'espace. Notamment, vous pouvez, comme ici, j'ai des tablettes, j'ouvre une première tablette, que je repique, j'ouvre une deuxième tablette, puis j'ouvre une troisième tablette, ce qui fait que j'économise mon énergie luminaire. Pour certains plants, est-ce que tu vas jusqu'à 2 repiquages? C'était la mode à un moment donné? Non, on fait plus ça. Je fais plus ça. Donc, ça demande de plus en plus de lumière au fur et à mesure où les jours s'allongent, donc ça nous permet ça. Et puis, ce qu'on oublie souvent de dire, c'est que le repiquage est bénéfique pour la plante. Okay? En
en sortant la plante, on va casser les racines et ça va obliger la plante à faire des racines. Et donc, ça va faciliter sa croissance de la plante. Et aussi, au repiquage, ce qu'on va faire, c'est parce qu'on ne repique jamais 100% des plantes, on va enlever les plantes qui sont faibles. Oui. Tu les élimines à ce stade-là. Il faut savoir que quand un producteur veut faire, mettons, 1000 plants de tomates, là, mais il va en faire 1300, 1400 parce qu'il sait qu'il y en a 400 qui vont être trop petits, pas beaux, ainsi de suite, pour avoir 1000 beaux plants à vous vendre. Okay? Ouais. Ben, c'est un peu pareil, on en fait un peu plus. Hein, et à ce moment-là, on va avoir la bonne idée d'avoir des bons plants au lieu de se trimballer avec des petits plants qui vont prendre la lumière, qui vont prendre l'espace. On fait le ménage. Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. Récoltez le maximum de votre espace. C'est ce que vous propose le tout nouveau jardin modulaire de Garant. Composé de plusieurs bacs modulaires au design moderne, le jardin modulaire est idéal pour la culture sur balcon. Développé par Garant, d'un assemblage facile et sans outils requis, il permet de créer un jardin spécifiquement adapté à votre espace. Plantez-y des légumes et des fleurs et profitez de la belle saison. À l'automne, vous pouvez tout simplement replier le jardin modulaire et le ranger facilement. En vente dans tous les bons centres jardins. Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. On aborde maintenant une question cruciale. Essentielle, fondamentale, la lumière pour nos petits semis. Alors, comme je disais tout à l'heure, le bord d'une fenêtre, ça ne suffit pas. Donc, on va aller avec un éclairage artificiel. Le meilleur éclairage artificiel, c'est les tubes fluorescents de 40 watts placés à 15 à 20 cm au-dessus de la plante. Mm-hmm. Okay? Donc, l'avantage qu'on a avec un système qui monte et qui descend, c'est que quand la plante est jeune, elle est toute petite et on monte au fur et à mesure. Oui. La lumière au-dessus pour qu'il y ait à peu près entre la plante et la lumière environ 15 à 20 cm. Il y a des gens qui installent des chaînes pour monter leur néon, leur ballast, on appelle ça des ballasts. Si on n'a pas de chaîne, on peut mettre des blocs en dessous. Oui, on peut mettre du styromousse c'est ça. Pour remonter ton plant. Il faut le monter. Si on le met tout de suite à la hauteur, puis le plant est tout petit, il va s'étioler. Les lampes à incandescence ordinaires, halogènes, fluocompacts, c'est pas très utile. Là, c'est pas ce qu'il y a de plus utile. Il y en a qui sont gros light, là, mais c'est pas le plus utile. Il faut que ce soit gros light, sinon on passe à côté. Pour les incandescences ordinaires, les halogènes, les fluocompacts ordinaires, ça marche pas tout à fait bien. Okay. Là, ça va marcher, mais c'est pas la meilleure solution. Aujourd'hui, on a les fameux LED qui présentent un potentiel intéressant. Le seul problème que j'ai, c'est que je trouve ça cher. C'est cher. C'est cher. Mais c'est efficace, par contre. Oui, c'est très efficace. Ça dure longtemps. Oui, parce qu'on peut vraiment... Puis là, on peut jouer avec ça parce qu'on peut vraiment choisir le spectre lumineux qu'on veut. Là, avec le LED, il y a plus de possibilités. Rouge, bleu, tout ça. Mais c'est cher par rapport à un néon qui vaut 2-3 piastres. Là, c'est pas mal plus cher. Mais tu prends les néons gros luxe ou... Mais moi, je mets toujours... J'utilise pas les gros luxe, je trouve trop cher. J'utilise de couleurs, le bleu puis le rouge. Là. Puis ça fait le travail. Puis ça fait le travail, oui. Donc, puis pour tout ça, on va avoir des étagères ou des serres. Il y a des serres maintenant qui sont en vente dans les grandes surfaces. Parlons maintenant, cher Bertrand, oui. de température. Oui. Alors, c'est aussi la température ne convient pas toujours parce que ça va varier par rapport au stade de croissance des plantes. Un semis, ça demande entre 15 et 21 degrés. Donc, c'est pas trop chaud. C'est pas trop chaud. Parfois, ça demande de la chaleur en dessous. Mm-hmm. OK? Ça demande de chauffer par-dessus. On va utiliser alors un tapis chauffant. OK. Donc, le tapis chauffant. Pour imiter les propriétaires de la maison avec les planchers chauffants. C'est ça. Pour avoir les pieds. Notamment chauffés. Avec les poivrons, c'est une bonne idée. Ça fonctionne mieux. Chauffé par le dessous. Oui. Certains vont dire, admettons, tu as un néon, tu as une étagère à deux étages. Oui. Bon, le néon du dessous va chauffer. Est-ce que c'est suffisant? C'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Pour certaines plantes, c'est pas suffisant. Il faut savoir que les plantes en croissance, c'est 18 à 20 degrés.
OK, le jour et 12 à 15 degrés la nuit. Bon, on peut couper le chauffage. Fait qu'il faut couper le chauffage. Fait que si on fait ça dans un sous-sol, ben là, on va avoir une température un petit peu plus régulière, peut-être pas 15 degrés la nuit, mais il va faire un petit peu plus froid que si on est, par exemple, sur une fenêtre. Imaginez sur une fenêtre où il va faire peut-être 22, 23 degrés. Il fait beaucoup plus frais la nuit. Le jour, puis il va faire 20 degrés la nuit. Là, c'est un peu trop chaud là, pour les plantes. OK. Alors, dans un appartement, qu'est-ce qu'on peut faire? On baisse, si on fait ça dans un appartement, contrôler la température dans c'est une compliqué. seule pièce. C'est pour ça que je parlais c'est le deuxième élément qu'après la lumière qui est compliqué. C'est la température. Souvent, c'est un petit peu trop chaud. Les plantes ont tendance. Est-ce qu'on peut mettre nos plants, nos plantes semis au sol? C'est déjà plus frais qu'en haut. Ça ne change pas grand-chose. L'idée, puis je vais revenir tout à l'heure, c'est de ne pas commencer trop tôt. Bon. Parce que plus il fait chaud, plus ça va vite, et plus ça va vite, plus on se retrouve avec des problèmes. Bon. Donc, on va y revenir là-dessus. Puis qui parle de température parle aussi d'arrosage. Oui, donc l'arrosage, lui, il dépend de la lumière et de la température. OK, c'est les deux éléments là, qu'on va prendre en ligne de compte. Un excès d'eau, c'est des insectes et des maladies, puis du pourrissement. Puis un manque d'eau, c'est des insectes et des maladies, puis du dessèchement. Mais dans les deux cas, ça ne marche pas. Donc, il faut trouver le bon équilibre entre la lumière, la température et l'arrosage et le type de plante aussi. Tout est question d'équilibre dans la vie. Tout est C'est question incroyable. Donc, jusque-là. Il faut vraiment aller chercher ces équilibres-là et il faut vraiment suivre. Et c'est un travail journalier. Je me suis fait dire il y a 2 minutes que mes salades avaient besoin d'eau parce que hier, j'étais trop occupé pour m'en occuper. Et donc, je suis pas passé à travers. Mais une fois que cette émission va être enregistrée, je m'empresse d'aller arroser mes études. C'est parce qu'elles ont la falle basse. Elles ont la falle basse, oui. Bon, alors voilà pour l'arrosage qui est donc important. Est-ce qu'on peut faire un brumisage? Pour éviter le pourrissement de trop arroser, par exemple. Ça, on peut brumiser, mais il faut faire attention de se dire que c'est vraiment l'arrosage. Le brumisage, c'est vraiment entre-temps, là, mais... Pour garder une humidité dans le fond. Il faut faire attention au brumisage. Si on a fait trop de brumisage et nos plantes sont trop serrées, on va risquer d'avoir des problèmes avec des maladies, là. Donc, il faut être prudent aussi. Question d'équilibre. C'est une question d'équilibre. Bon, OK. Alors, quel type de terre? Moi, je dis terre parce que je parle comme tout le monde parle. Oui. Mais vous parlez, vous autres, les horticulteurs, bande de substrat. Oui, on parle de substrat semis. parce que pour nous, c'est pas de la terre. La terre, c'est vivant et le substrat, lui, n'est pas vivant. Là. Il n'y a pas de biologie, là. Il n'y a pas de vie biologique dans un substrat. Là. Il soutient, point. Il soutient, c'est ça. Okay. Donc, on va utiliser un substrat léger qui retient un peu l'eau, pas trop. S'il retient trop l'eau, on va avoir des problèmes. Donc, notamment pour les semis, on va utiliser un mélange spécial vendu en jardinerie. Je vous déconseille de faire vos propres mélanges. C'est trop compliqué. Vous n'arriverez pas. Mais il ne faut jamais utiliser de substrat avec du compost à l'intérieur d'une maison. Je l'ai essayé. Souviens-toi ce qui nous est arrivé. Une infestation. Une infestation de petites bites noires, de petites bébêtes noires. Ouais. Donc, il y a plein de petites bébêtes noires dans la maison. C'est extrêmement désagréable. Donc, il ne faut jamais utiliser des produits avec du compost à l'intérieur. Fait que tu parles bien de substrat à semis. C'est ça. Tu demandes ça en jardinerie. En jardinerie, ils savent quoi dire. Et quand vient le temps du repiquage que tu nous as expliqué en long et en large tantôt, là, on va utiliser le même substrat pour le repiquage. Pour ne pas avoir, mais on va faire une petite fertilisation. Au moment du repiquage. Une fois que la plante est reprise, jamais quand la plante est en train de reprendre. Donc, pas au moment du repiquage. Non, pas au moment du repiquage. Parfait. Puis maintenant, les contenants. Les contenants utilisés, on peut utiliser tout le matériel recyclé, mais ce qui est important, c'est qu'un plateau à semis, ça doit avoir entre 5 et 6 cm de profondeur. Pas beaucoup plus. C'est pas beaucoup plus. Plus, ça sert à rien. Ça utilise beaucoup de substrat et finalement, c'est pas très utile. Et moins, ça va sécher trop vite. Donc, 5-6 cm, c'est parfait. Donc, moi, j'ai toujours utilisé des plateaux de plastique qui sont recyclés parce que je les achète une fois puis je les garde 10 ans. Fait que je les recycle, je les rechange pas tous les ans. On les nettoie. Preuve à l'appui. Je suis témoin. Et puis les pots, c'est des pots de 7 à 10 cm de diamètre. Pour le repiquage, ça, c'est toutes les pots de vivaces et tout ça que je récupère puis qui sont réutilisés, qui sont repris. Ça, c'est vraiment de la réutilisation. Ouais. On peut utiliser, c'est seulement quand on va utiliser des pots de mousse de tourbe qu'on va utiliser une seule fois. Mais les pots de plastique, on peut les utiliser, on les nettoie, on les entretient. Et puis bon, des années. Puis on sait qu'on achète toujours un petit peu de plantes en pot, fait qu'on conserve ces petits pots-là. Et qu'on n'a pas de solution totalement écologique pour ça. Admettons, quelqu'un dit je voudrais des pots en terre cuite parce que c'est écologique. Oui. Pour faire les semis et pour faire le repiquage, est-ce que ça existe? D'abord,
Oui, ça Un existe. plateau, Oui, oui? j'ai fait ça dans ma jeunesse. On repiquait tout ça en pot. D'abord, c'est très lourd. Ouais, Deuxièmement, sûr. le problème, c'est qu'avec ces pots-là, ça prend beaucoup de place. OK? Parce que toutes des pots ronds. Il n'y a pas de pot carré pour repiquage et ça prend Ce deux fois serait plus de faisable, place. pourtant. Ce serait faisable, à bon entendeur, hein? Oui. Ce serait faisable. Et que les systèmes, aujourd'hui, sont tous des pots carrés avec des plateaux carrés, puis ça se Ouais. tient dans les plateaux. Fait que c'est plus facile. sûr. Mais tout ça, quand vous êtes en centre de jardin, à un moment donné, si vous avez pas mal de plantes, vous récupérez le plateau avec. Là, de toute façon, les plateaux, ils les récupèrent pas. Vous leur demandez le plateau, vous partez Ouais. avec un plateau de plantes, puis le plateau, vous les réutilisez, là. Et donc, c'est ce qui est intéressant aussi avec le plateau, c'est qu'on peut distancer les plantes, on peut le remplir au complet. Et puis, au bout de quelques semaines, quand ça a poussé, on en a 20 sur 2, puis on fait un autre plateau à côté. Donc, c'est des méthodes. Et viendra un jour où il y aura des produits qui remplaceront le plastique, qui seront totalement, je le souhaite, écologiques, puis on pourra travailler Oui, en mais carré comme ça. Mes pots de plastique, là, ça fait 6, 7, 8 ans que je Oui, les ai, là. c'est Des sûr. années qu'on les a, là. C'est sûr, mais quand... Bon, en tout cas, je conteste pas ça. Non, non, mais c'est c'est qu'on ça, n'a pas la c'est- technologie encore. Alors, on étire leur vue au Non, mais maximum. je peux vous dire qu'il y a des recherches qui se font actuellement sur des nouveaux pots biodégradables, Oui. mais on n'est pas encore tout à fait arrivé. Parce qu'il faut que ce soit solide quand Oui. même, parce que tu as des arrosages. Oui. Bon, Bertrand, il y a des gens, je nommerai personne, qui installent des ventilateurs pour leurs semis. Oui. Alors, est-ce que c'est pour leur secouer la perruque ou quoi? C'est pour leur secouer la perruque, c'est pour les renforcer les tiges. Tout simplement qu'à l'extérieur, les plantes ont des tiges. Les tiges sont renforcées par le vent, donc on va mettre un ventilateur. On va mettre ça à basse vitesse, on va pas mettre ça à haute vitesse parce que les pauvres plantes, là, elles vont être complètement décoiffées. Puis, ce qu'on fait, c'est qu'en général, on couple ça avec la minuterie de l'éclairage parce qu'on met pas de l'éclairage toute la journée. Là, on met de l'éclairage entre 8 et 10 heures, 12 heures maximum. OK? Et on augmente en général un petit peu au fur et à mesure que la saison avance. Donc, on met la minuterie en même temps. Donc, tu mets lumière et vent sur la même minuterie. C'est ça. Ah, c'est bon, c'est bon. Est-ce qu'il y a des risques de petits insectes et de maladies quand on fait les semis? Oui, à l'intérieur, on a cette problématique-là. Là, donc, Malgré nos bons soins, malgré notre amour. c'est souvent, il faut distancer les plantes et il faut bien gérer l'éclairage, la température et l'arrosage. Là, c'est souvent des problèmes. S'il manque d'éclairage, si la température est trop élevée ou si les arrosages ne sont pas bien suivis, c'est là que les insectes arrivent. Maintenant, si on parlait de fertilisation, on va revenir là-dessus. Tu as un petit peu abordé la question tantôt. Pour les semis, est-ce qu'on fait de la fertilisation? Alors, pour les semis, on ne fertilise pas en général, mais on va fertiliser pour les repiquages. Oui. OK? Surtout ceux qu'on conserve longtemps. OK? Comme par exemple, moi, je fais mes oignons. Mes oignons sont déjà semés depuis 2 semaines. Quand j'arrive au mois de février. Donc, eux, ils vont avoir un petit coup d'aide parce qu'il n'y a plus rien dans le système. Donc, on utilise un engrais naturel. Qu'est-ce que ça pourrait être? Ça peut être notamment des algues, des émulsions d'algues. Ça, c'est facile à utiliser à l'intérieur. C'est en liquide, donc on va les mélanger. Et donc, on adapte aussi la dose selon la plante. Des plantes qui, par exemple, quand je vais arriver avec les poivrons qui aiment bien être nourris, ben, je vais en utiliser peut-être 1 fois par semaine, alors que je vais peut-être le faire 2 fois tout le long de la culture des oignons. Là. On va le modifier. Là. OK. Mais ça, est-ce qu'il y a des guides, y a-t-il des références pour les gens qui... Oui, il y a toutes sortes de livres, il y a toutes sortes de guides sur les semis. Mais pour la fertilisation, hein, les plantes qui sont plus gourmandes, tout ça, au stade de repiquage. Dans mes livres, je le dis, qu'elles soient gourmandes, au stade de repiquage ou après, c'est pareil. OK, parfait. Alors, si elles sont gourmandes, elles le sont aussi à la pouponnière. C'est ça. Excellent. Et une erreur que tu trouves commune quand on fait les semis d'intérieur. Commencer trop tôt. Les gens commencent beaucoup trop tôt. Je le vois sur Internet, ils sont pressés. Mais oui! Et plus on commence tôt, plus on va avoir des problèmes parce que plus les plantes vont être grosses, plus les plantes vont être problématiques et là, ça va être vraiment difficile. Donc, ne semez pas trop tôt. De toute façon, tout le monde va arriver à Noël en même temps, comme dit le vieux proverbe. On lit tes livres en attendant. Les tomates vont arriver, c'est une bonne idée. Les tomates vont arriver exactement en même temps, à 2-3 jours près. Il n'y a pas de problème. Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. Le potager urbain facile et naturel, potager en pot, le jardin fruitier facile et naturel, et potager productif. Retrouvez les livres de Bertrand Dumont en format papier en librairie
et sous forme numérique sur le web. Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. Quand semer à l'extérieur, ça c'est moins de trouble. Alors ça, on va dire quand le sol est suffisamment chaud, mais ça veut dire quoi chaud? C'est qu'il y a deux types de plantes. Les plantes de climat tempéré, où là, on va pouvoir commencer quand le sol est 12 à 15 degrés, puis les plantes d'origine tropicale, où le sol va être à 18 ou 20 degrés. Je dis bien Tu dis le sol et non l'air ambiant. L'air ambiant. OK. Et on fait ça comment, savoir? Parce que tu regardes ça à l'œil, tu peux te mettre un doigt dans le sol, mais bon, il faut savoir, il faut avoir des données scientifiques. On utilise un thermomètre de sol, tout simplement, mais le mieux, c'est d'utiliser un thermomètre à compost. Pourquoi? Il y a une très longue tige. Oui, ça existe avec une longue tige. Et donc, on va pouvoir à la fois l'utiliser pour le sol et pour le compost. Et puis, faites l'expérience de l'enfoncer quelques centimètres, puis de descendre tranquillement. Puis, vous allez voir, la température du sol va diminuer de manière assez importante. Oui. Okay? Donc, sur le dessus du sol, elle va peut-être être à 23, 24. Vous dites, yes, je suis parti. Mais non, si vous descendez, elle va être beaucoup plus froide. Puis ça, c'est intéressant, notamment quand on transplante les tomates. On peut voir la température du sol un peu plus froid. Et si on transplante des tomates dans un sol à 12 degrés, elles vont s'arrêter de pousser. Ça va pas bien. Donc, un thermomètre de sol, c'est très utile. Oui. Ça se trouve dans les jardineries et chez les producteurs et chez les semenciers. Les semenciers en ligne aussi. Puis pour accélérer ce réchauffement du sol un petit peu en profondeur, dans le fond, au niveau des racines, est-ce que des bâches noires, ça fonctionnerait, les bâches noires, mais c'est ça? tellement compliqué que moi, j'oublie ça. Là. Donc, tu laisses aller la nature. Moi, je laisse aller la nature. Bon. Ben oui. Maintenant, la manière. Il faut avoir la manière de semer. Ben, il y a deux manières de semer. Il y a semer en ligne puis semer à la volée. La danse en ligne ou autrement, que fliche, que flouche. Tu fliches, que flouche, tu prends à la volée. Oui. Là, on va régler un problème avec la danse en ligne. Là. Oh oui. Voilà, vous n'êtes pas obligé de faire une ligne parfaite. Là. Ça ne sert absolument à rien. Si vous aviez un champ de 5 km de long puis que vous aviez de la machinerie à passer, oui, un danse en ligne, c'est important. Mais pour le reste, là, la ligne, elle peut être croche, ça n'a aucune importance. Okay. La plante va pousser pareil. Et puis même, vous pouvez que ce ne soit pas du tout en ligne, puis à la volée complètement, puis ça ne pose pas de problème. Puis dans le fond, les gens le font en ligne parfaitement quand ils ont des petits potagers pour préserver l'espace, j'imagine. Mais moi, j'ai un petit potager, je fais le contraire parce que je trouve qu'en ligne, on perd un peu de place, donc pas en ligne, on arrive. Maintenant, on va se faire aller les muscles parce qu'il faut la préparer, cette terre de potager à l'extérieur. Comment on fait ça? Comment on se prépare? Bon, d'abord, on apporte une fertilisation avant de commencer, et ça selon le besoin des plantes qu'on va semer. Donc, mais je trouve que ça a du bon sens. Tu pars l'affaire avec un party. Oui, c'est ça. Je parle à faire avec un party. Le lunch pour tout le monde. Le lunch pour tout le monde. On fertilise. Donc, on fertilise. Okay. Et donc, une plante gourmande, on va mettre plus de compost qu'une plante moins gourmande, qu'une plante pas du tout gourmande. Là, on va remettre le sol. Avec la fameuse griffe de jardinage, on ne retourne pas le sol, on va vraiment brasser le sol. Donc, le compost va être brassé. On va attendre quelques jours et on va regarder la température une fois qu'on a fait ça. Puis là, on va faire un sillon pour ceux qui sont en ligne. Encore là, le sillon n'a pas besoin d'être tiré au cordeau. Moi, j'ai appris ça au cordeau quand j'étais jeune. Ouais. Mais le cordeau m'ennuie. Et vous tapez avec les règles. Oui, c'est ça. Sur les doigts. Et donc, après ça, on va faire ceci pour la ligne. On va faire dans le sillon. Le sillon, lui, va avoir la profondeur du sillon, elle est facile. C'est 2 fois le diamètre de la graine. Donc, plus votre graine est grosse, plus votre sillon est profond. Fait que pour des carottes, c'est vraiment peu, là. C'est vraiment peu. Puis pour des haricots, c'est beaucoup plus. Puis des pois, c'est beaucoup plus. OK? Oui. Donc, on va le faire. Si on fait un semis à la volée, on va tout simplement mettre par-dessus, puis on va recouvrir d'à peu près la hauteur. OK? Si on fait des semis de haricots, à ce moment-là, si on ne les fait pas en ligne, ce qui est très rare, là, on pourrait mettre par 2 cm de terre par-dessus. Pas 2 cm, qu'est-ce que je dis? 2 fois la hauteur de la graine par-dessus. Mais c'est un peu compliqué. C'est pour ça qu'on fait un petit trou, puis c'est moins compliqué que de rapporter de la terre. Mais quand même, ça t'indique à quelle profondeur caler. C'est ça. C'est ça. Donc, on renferme le sillon, on couvre les graines, on tasse avec une planche ou encore, si on a un râteau droit,
Moi, je suis un partisan du râteau droit, donc Oui. on tasse avec le râteau droit. Pourquoi? Parce que il fait tout le râteau droit. Je peux tasser avec, Ouais. je peux égaliser, alors que les râteaux, il y a une espèce d'arceau dedans, là, c'est toujours compliqué. Fait que les râteaux droits, c'est mes meilleurs. Et puis on arrose. Et puis on arrose. Alors, notre travail à partir de ce moment-là, Ben, c'est d'arroser. un point, c'est tout. Un point, c'est tout. OK. Puis tu regardes ça, Un point, c'est lever, tu respires, Puis tu te mets les deux pieds sur le... Ouais. la- Puis dans quelques semaines, dans un autre balado, ben, je vais vous parler de la plantation de la transplantation au potager. Donc ça, c'était vraiment pour les semis. Et après ça, on va vous parler de la plantation dans quelques semaines. Ben, c'est un bon départ de saison. C'est plein de rêves dans nos têtes, de repas succulents. Merci Bertrand. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Alors, on vous invite à nous suivre. Vous allez à la page radiolégumes.com. Vous vous inscrivez à l'infolette pour savoir exactement les parutions, Oui. pour être informé. Vous n'hésitez surtout pas à écouter parce qu'on a quand même on commence à avoir une banque là, de balados. Ben, on en a déjà 19 de fait C'est et on va ça. en avoir 16 de plus d'ici la fin du printemps. Alors, je voudrais remercier Garant, notre commanditaire. Je voudrais remercier Xavier Gervais-Dumont pour la musique, Charles Gervais-Dumont pour l'assistance technique. Bertrand, un gros merci à vous tous. Allez à vos semis. Et puis, on se dit à la prochaine. À la prochaine. Merci. Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles.